Vous avez sûrement déjà entendu parler du no-code, cette promesse révolutionnaire qui permettrait de créer n'importe quelle application sans écrire une seule ligne de code. Idée séduisante, sauf que derrière les belles promesses marketing se cache une réalité bien plus complexe. Notre invité Arthur, après un an de galère, a dû recoder son appli de zéro. Et c'est loin d'être le seul. On a reçu des dizaines de témoignages d'entrepreneurs qui s'en sont mordus les doigts. De la start-up qui a gaspillé 45 000 € de subventions dans une application inutilisable, au développeur qui a vu son projet exploser à cause d'un simple clic mal placé. Après coup, ils auraient tous aimé avoir été mis en garde plus tôt sur les 5 problèmes cachés des outils no-code, ceux dont les landing pages ne parlent jamais. Mais juste avant, j'ai un message pour tous ceux qui cherchent un hébergeur WordPress. Notre partenaire Hostinger propose une offre business très complète à un prix imbattable. Migration automatique depuis votre hébergeur actuel, mise à jour WordPress automatique, ça c'est cool, et analyseur de vulnérabilité intégré, mais aussi une IA qui vous aide à générer du contenu directement depuis WordPress. Ils sont même recommandés par wordpress.org. Je vous mets le lien en description avec le lien vers l'offre et notre code promo et une vidéo complète aussi sur l'IA WordPress. Et on reprend. Est-ce que déjà, tu serais d'accord de nous faire un petit état des lieux de ça veut dire quoi le no-code? Et c'est quoi un peu les catégories de no-code avec peut-être des exemples? L'idée, c'était de se dire de un peu démocratiser la création d'applications, de sites web, etc. pour des gens qui n'ont pas forcément un bagage technique très complexe ou même pas du tout de bagage technique, quoi. C'est un peu la promesse de base. Et aujourd'hui, on a quand même des outils pour faire un peu tout en type d'app. On va avoir des outils qui vont être très front, site web, du Webflow, même du WordPress, on va dire. Aujourd'hui, c'est un outil no-code, quoi. Donc tout ça, ça permet de décrire de l'interface en fait. C'est ça, on va pouvoir aller créer une interface utilisateur sans avoir à rentrer dans du HTML, du CSS. Typiquement, si on part sur du Softer, qui est un outil qui permet de créer plus, on va dire, des web apps, des applications. Ça va permettre de, en un clic, créer toute la partie login, création de compte, etc. pour pouvoir aller se connecter à l'application et de faire des interfaces qui vont être soit pour des utilisateurs, soit pour des administrateurs, d'aller consulter, modifier de la donnée. Ça peut être des comptes clients, ça peut être un service de réservation de voyage. Enfin, on peut faire un peu tout ce qu'on veut avec l'outil. Donc ça, c'est la partie visuelle. Ouais. Classiquement, quand tu développes une appli, tu as envie qu'elle ait une incidence sur l'extérieur. Et donc, c'est là où il te faut d'autres catégories d'outils de no-code, ou alors ça peut être intégré. Est-ce que, maintenant qu'on a vu le front-end, on peut voir un peu ce qui existe ailleurs? Il y a des outils aujourd'hui qui vont commencer à intégrer les deux, parce que forcément, ils se développent. Mais historiquement, on a quand même plus des outils front et plus des outils qui vont gérer tout ce qui est données, administration des données. Historiquement, sur Softer, c'était Airtable qui était connecté. Airtable, c'est un espèce de Excel, mais un peu customisé, avec une UX un peu sympa et des outils un peu sympas pour pouvoir aller vite faire des stats sur nos données, qui va permettre, dans le cas de Softer, de connecter facilement une base de données Airtable à un site Softer et donc du coup de pouvoir afficher la donnée qui est un peu brute dans Airtable de façon sympa avec un site qui a une URL qu'on va pouvoir trouver sur Google, qu'on va pouvoir repartager et donc du coup à la fin, en combinant les deux, on va vite pouvoir mettre une application qui va avoir du dynamisme et une incidence sur nos utilisateurs. Ok, donc si on prend un tout petit exemple, là moi j'ai une idée, j'ai envie de créer une application, un site de rencontre pour chiens. Ouais. La partie interface, donc le côté le Tinder, on swipe à gauche, à droite, etc. Ce serait plutôt côté Softer. Exactement. Mais à la fin, la base de données qui décrit l'ensemble de mes utilisateurs, le score qu'ils ont, leurs messages, etc. Il y a un endroit où ça doit être stocké. Et ça doit être justement dans un Airtable, par exemple. Par exemple, Airtable. Ok, ça paraît parfaitement classique. Donc ça, c'est un peu deux catégories principales d'outils no-code. Moi, j'ai entendu parler d'outils supplémentaires, entre guillemets, qui ne rentrent un peu dans aucune de ces deux catégories, je trouve. C'est les outils d'automatisation ou de workflow. Souvent, ça va être à partir du moment où on veut un peu complexifier les choses et où on veut un peu apporter sa patte et en tout cas sa logique dans l'application. Zapier, Make, N8N, enfin bref, toutes ces applications de workflow qui vont nous permettre d'aller créer des schémas de données et de dire quand mon utilisateur fait telle action, j'ai un arbre qui va faire des décisions et ensuite il va pouvoir avoir des actions soit par exemple dans Airtable pour pouvoir aller modifier des données qui du coup derrière vont avoir une incidence sur la page. Et donc, du coup, ça permet de créer du dynamisme où, quand l'utilisateur va cliquer sur un bouton, on a un retour de l'utilisateur avec derrière des décisions qu'on va automatiser. Donc, en fait, si on résume, le trio gagnant, c'est d'un côté l'interface,
Deuxièmement, la donnée. Troisièmement, la logique. En gros, c'est ça. Exactement. Et après, tous les outils no-code vont soit être spécialisés dans un de ces trois trucs, soit vont essayer de grignoter des parts ailleurs pour avoir plus d'abonnements. Plus d'abonnements, plus de marché, essayer de garder les utilisateurs chez eux. Ok. Toi, justement, ce qui est intéressant, c'est que la plupart des gens qui sont séduits par l'idée du no-code de base, c'est des gens peut-être qui ont un peu peur de la partie technique, du fait de devoir apprendre à coder. Ce qui est curieux, c'est que toi, à la base, tu es développeur. Ouais. Qu'est-ce qui te motive vers le no-code, en fait? Alors, de base, j'arrive en école de commerce, donc je propose un projet entrepreneurial pour aller valider l'année, qui est en gros d'aller créer une application qui gère la logistique sur les événements équestres. Donc les profs me disent, ce serait bien d'aller tester le marché, et donc de poser des questions à des organisateurs, etc. Donc j'appelle des anciens clients à moi que j'avais dans le milieu, et je dis, j'ai un super truc qui fonctionne super bien, je lui pitch le projet, c'est super, est-ce que ça te dit de le tester un jour? Et du coup, il me répond, ouais, c'est super, j'ai un événement ce week-end, donc j'ai besoin de la plateforme demain matin, c'est OK pour toi? Et du coup, je dis, ouais, carrément, pas de souci. Bon, le coup de bluff. Et là, je raccroche et je dis, pourquoi j'ai dit oui? Parce que j'ai rien, en fait. J'ai strictement rien. Et donc, du coup, là, on réfléchit au temps que ça va prendre de créer une plateforme comme ça. On se dit, 2 mois en une nuit, ça passe pas. Et puis, c'était un peu le seul moyen que j'avais dans ma tête pour pouvoir sortir quelque chose. Et donc, la première des choses, c'était que ça permet quand même d'être beaucoup plus réactif et ça permet de sortir des projets beaucoup plus rapidement qu'en écrivant du code. Ouais, si t'as un prototype à faire en une nuit, c'est un choix pas bête, quoi. Et qu'est-ce que ça donne? Alors, en 24 heures, qu'est-ce que tu arrives à faire? La plateforme sort. Alors bon, forcément, pas spécialement avec tout ce qu'on voudrait dedans, mais en tout cas, il y a déjà un premier projet, un premier rendu qui fonctionne et qui permet de faire l'événement dans l'idée dont on l'avait projeté au début pendant l'appel. On va pas devenir des experts hippiques en une soirée, mais dans les grandes lignes, en tant que développeur, c'est quoi l'appli que tu avais en tête, en fait? Il fallait faire quoi techniquement? En gros, le gros problème qu'on avait actuellement, c'est que le fichier qui sortait de la fédération, c'est un Excel qui était très illisible. Et on essayait de remettre un peu en couleur cet Excel et de l'afficher un peu partout pour que les gens comprennent. Et surtout, on ne pouvait pas le modifier en allant, parce qu'à partir du moment où c'est imprimé sur une feuille de papier et placardé, le seul moyen, c'est de réimprimer et replacarder. Et donc, du coup, l'idée, c'était de pouvoir prendre la donnée, la retransformer et pouvoir la servir proprement aux clients pour pas qu'ils passent des heures à aller chercher partout sur les murs et sur les panneaux publicitaires qu'on pouvait mettre. Moi, de ce que j'ai compris de ce que tu m'as dit, quand on n'y connaît rien aux chevaux, c'est que globalement, c'est comme si c'était un immense mariage, sauf que c'est des chevaux. Le but, c'est faire un immense plan de table. Et donc, du coup, c'est un bordel. C'est exactement ça, avec plein de règles qui sont propres aux chevaux, même sur des besoins sanitaires, etc. Tu as une première version, un proof of concept, comme on dit. Et alors, qu'a donné ton premier client? Est-ce que c'était un fiasco ou est-ce que ça a marché un peu? C'était pas tant un fiasco parce que du coup, il a signé tout de suite dernière et on a fait toute la saison chez lui. Il a fallu un peu retravailler quand même au fil du temps. Mais non, ça s'est bien passé. Et aussi, ce qui était pratique dans le no-code, c'est que du coup, je suis allé sur place pendant ce week-end-là. Et dès que je voyais quelque chose qui ne fonctionnait pas, je sors l'ordinateur, je fais 3 clics de configuration, j'appuie sur publier et c'est bon, le site est en ligne dans la version dont en fait c'est plus pratique. Ouais. Donc j'ai pu modifier au fil de l'eau la plateforme pendant le week-end. Et du coup, toi, tu as dû faire des choix sur des outils de no-code. Tu as quand même une galaxie d'outils différents, pas forcément de standards qui sont clairement au-dessus du lot sur les 3 grandes catégories qu'on a données. Comment tu as fait ton choix? À l'époque, j'utilise déjà Airtable pour d'autres projets parce que c'est plus pratique qu'Excel. Donc je connais Airtable. Et Softer est l'une des premières solutions qui vient vraiment faciliter la connexion avec une base de données et ils avaient que Airtable de disponible en base de données. Donc en fait le choix était assez simple, quoi. Au bout de combien de temps tu as tes premiers problèmes avec cette stack initiale? Très rapidement parce que la semaine d'après, je finis la préparation de l'événement, etc. Tout se passe bien. L'organisateur m'appelle, me dit on a un problème. Il y a une tempête cette nuit. Il y a toute une partie des tentes qui étaient installées qui se sont envolées et qui donc du coup sont détruites. Et donc du coup il faut changer tout le plan. Mais les gens sont déjà sur la route, donc du coup il faut trouver un moyen de les alerter facilement qu'en fait on va changer le plan, mais qu'il n'est pas encore à jour parce qu'il faut déjà qu'on travaille dessus. Donc il a fallu commencer à envoyer des informations aux gens sur les pages, mais en ciblant, parce que toutes les tentes n'étaient pas détruites. Donc il a fallu commencer à avoir des règles. Envoyer un mail sur une partie de la base de données. C'est ça. Et donc il a fallu commencer à mettre des filtres un petit peu plus sympas. Et on se dit, c'est facile, on va faire des... Ah oui, mais en fait non, parce que cette base-là, elle n'est pas connectée à celle-là, donc j'ai pas ça. Et puis en fait, on se rend compte qu'il faut passer par un circuit de logique et de workflow qui, des fois, est très compliqué pour une chose qui, à la base, paraît très simple. Et effectivement, tu dis ça à un développeur
il te dit c'est une requête SQL. Exactement. C'est très simple. Mais en fait, c'est pas si évident sur une base de données no-code du tout. Non, et puis même, aujourd'hui, je pense qu'ils ont vraiment amélioré les performances, donc ce serait possible. Mais vu qu'il y a plein de liens entre nos tables, et quand on commence à avoir beaucoup de liens entre beaucoup de tables, le temps pour aller chercher la donnée est extrêmement long. Parce que du coup, ils processent énormément, et donc du coup, on se retrouve avec des décalages où même pour l'utilisateur, c'est pas du tout agréable à utiliser. Premier bon exemple. Il y a un deuxième sujet, c'est, si j'ai bien compris, le nombre d'utilisateurs aussi. Complètement. Le système fonctionne, donc je commence à en parler un peu plus, et donc on trouve d'autres clients, et on commence à grossir un peu. Et en fait, Softr met une limite sur le nombre d'utilisateurs. Et donc, plus il y a d'utilisateurs, plus il faut payer cher. Pareil sur Airtable, et en plus de ça, Airtable a une limite de champs dans la base. Ou alors sinon, après, il faut prendre des plans chez Airtable qui coûtent très très cher. Et donc, du coup, la seule astuce, c'était de dupliquer les bases pour avoir une base par événement, pour jamais dépasser cette limite. Mais donc, du coup, une base par événement, vu que Softr connecte une page à une base, ça veut dire que pour chaque événement, il fallait dupliquer toutes les pages et reconfigurer toutes les pages. Donc, ça veut dire que, en fait, rapidement, le lundi et le mardi, c'est que de la configuration de pages, et c'est de la même configuration de page que la semaine d'avant, et la semaine d'avant, et la semaine d'avant. Le truc est bien fait, c'est-à-dire qu'il y a une bonne raison pour laquelle il faut payer plus cher, c'est que l'alternative est chiante. Exactement. C'est quoi comme ordre de grandeur? C'est-à-dire que, est-ce que c'est quelque chose qui a un coût, mais qui, toi, est rentabilisé par tout l'argent que tu gagnes, tu vois, et du coup, ça a du sens? Rapidement, en fait, il y a un problème sur les événements, c'est que même si on va vendre, par exemple, la solution 500 € hors taxe sur un événement, on se dit, OK, c'est bien. Mais les événements, ça demande du monde. Et les organisateurs, ils doivent tous se connecter. Ils veulent pas forcément utiliser le même compte parce qu'ils vont prendre des prestataires extérieurs qui vont pas être là tous les week-ends. Donc, il faut quand même un minimum de sécurité. Et Airtable va prendre 20 € par utilisateur en plus. Donc déjà, s'il y a 5 utilisateurs qui arrivent, on a déjà 100 € hors taxe juste pour que les gens se connectent au back-office Airtable. Et forcément, il y a toujours un peu plus de monde. Donc on va déjà avoir la moitié de la licence qui va partir en coût Airtable. Et pareil pour Softr, où on va rapidement arriver sur du 300-400 € de coût de licence pour pouvoir faire tourner l'application correctement. Et donc du coup, en fait, le modèle fait que si on veut plus de clients, le back-office commence à coûter très très cher à faire tourner. À un point où ça devient plus rentable carrément? À un point où ça s'est stabilisé, où globalement la licence payait les licences Softr et Airtable. Donc du coup, c'était opération zéro sur le week-end. C'est ça que tu gagnes sur l'événement est entièrement dépensé pratiquement sur la fin de l'année, 95% des charges de la société, c'était les outils no-code. Ah ouais. C'est quand même donc pratiquement tout part dedans, quoi. Attends, parce qu'il faut préciser que 95% du coût partait dans les outils no-code, alors que tu faisais tes filouteries de dupliquer toutes les bases pour que ça coûte pas trop cher. On faisait déjà ça. Donc ça veut dire que si tu faisais pas ça, tu étais en déficit? Ah complètement. Pour se donner un ordre d'idée, sur une année, ça représente quoi comme coût, tu vois, au total? Sur cette année-là, on a fait 30 000 € de chiffre d'affaires et il y avait à peu près 28 000 € qui sont partis que dans des licences. 28 000 balles de licences no-code. Ça couvre un peu le premier sujet, qui est celui du prix, qui est non négligeable, je pense. Il y a un autre point qui pêche, c'est la possibilité de travailler à plusieurs. Et toi, donc, notamment, tu es tout seul. Mais Mathieu, tu as pu recueillir d'autres témoignages où, pour le coup, c'était une vraie douleur, quoi. Complètement. On m'a notamment raconté une histoire qui s'est passée lors de la création d'une application de mise en relation et de prise de rendez-vous. Pas du tout une application de rencontre, mais plus une application business, avec exactement la même stack que toi, Arthur. Donc, c'était Airtable plus Softr. La personne qui s'est occupée de ce projet avait plein d'idées, il les met en place super facilement, vraiment, il est complètement convaincu, comme ce que tu as pu faire au début. Mais très vite, pour lui, arrivent deux gros problèmes. Déjà, en fait, lui, il était au sein d'une structure, et donc d'autres personnes rejoignent le projet, parce que là, il commence à y avoir de l'attraction sur le projet. Et en fait, très vite, ça devient impossible de le maintenir correctement, parce qu'il y a des dépendances un peu de tous les côtés, et quand quelqu'un change quelque chose, ça casse autre part. Et en fait, vu que tous les membres de l'équipe n'ont pas tout le contexte, mis à part la personne qui a lancé le projet, en fait, c'est très compliqué pour eux de changer quelque chose parce qu'ils ont l'impression de faire des bêtises à chaque fois. Et donc, en fait, il se résout un peu à plus ou moins gérer l'outil tout seul. Ou alors, il m'a dit qu'il aurait fallu mettre en place des méthodes très très strictes, assez précises pour gérer plusieurs personnes. Et à mon avis, ça demande une expérience en fait dans le fait de gérer du no-code à plusieurs. Il a rencontré un deuxième problème. Il m'a raconté une fois où il rip sur un bouton, il fait une erreur. Et c'est un peu normal, il peut pas connaître les outils no-code à la perfection. Et en fait, il déclenche une automatisation qui va envoyer des milliers de mails par erreur.
Et il m'a raconté plusieurs anecdotes comme ça. Un nom de champ qui fait cracher l'appli pendant plusieurs heures. Donc elle n'est pas disponible pendant plusieurs heures. Les gens peuvent pas prendre de rendez-vous. Et en fait, il en arrive un peu à cette conclusion, c'est que pour bien faire, il aurait fallu avoir 2 environnements. Un environnement de dev, de test, où on peut un peu tester tout ce qu'on fait, et un environnement de prod. Sauf qu'en fait, très peu d'outils de no-code permettent cette distinction. En fait, il n'y a pas vraiment de versionning en no-code avec la séparation environnement de développement, environnement de production. Un truc qui peut arriver, c'est que ça existe, mais que c'est caché, par exemple, derrière un abonnement entreprise, Ouais. où là, il faut raquer comme jamais. Alors, résultat, bon, cette application fonctionne toujours, mais ils ont dû embaucher une équipe de développeurs pour le coder, l'application, avec un cahier des charges. Et ça prend littéralement des mois. Il est un peu dégoûté parce que lui, il était parti sur un truc, on va très vite, on itère très vite, et ça marche super bien. Et au final, il se retrouve à faire ce qu'il n'avait pas envie de faire. Ouais. Parce que un peu de zéro, repartir de zéro, parce qu'en fait, il n'a pas trouvé son compte, notamment avec cette absence de collaboration qui était possible. C'est très intéressant. Mais pour les gens qui ne sont pas forcément justement développeurs qui écoutent, ça s'explique relativement bien en réalité par le fait que le monde de la programmation a 50, 60 ans d'historique d'être confronté à ce genre de problème et de devoir résoudre justement le fait de travailler à plusieurs sur une même infrastructure, une même logique. Et les solutions ont lentement émergé. On est arrivé petit à petit on a eu du SVN à la fin. Et aujourd'hui, il y a une sorte de consensus de l'ensemble de la communauté de développeurs autour de Git et qui permet de très rapidement voir qui a fait quoi, quels sont les conflits entre ce que moi j'ai modifié et ce que toi t'as modifié, comment on le résout, comment on le publie, on le met en production. En fait, on le prend pour acquis quand on est développeur. Mais arriver à répliquer cette qualité-là de travail en groupe dans une interface, dans des outils propriétaires, c'est extrêmement compliqué. On va dire que c'est le deuxième gros problème, c'est le travail à plusieurs, tout simplement. Pour continuer, Arthur, t'es resté combien de temps, en gros, là, avec ta stack no-code? J'ai duré 1 an et demi, à peu près, avec l'app entièrement en no-code. Pourquoi tu n'as pas continué en no-code, si c'est si chouette? À cause du fait de dupliquer les bases, et qu'une base est connectée qu'à une page, en fait, à chaque fois que je duplique une base, je dois dupliquer une page. Sauf que au fur et à mesure, on met de plus en plus de fonctionnalités, donc de plus en plus de pages. Ouais. Donc chaque semaine, il faut dupliquer encore plus de pages que la semaine d'avant. Ouais. Donc au-delà du coût en lui-même, il y a aussi le temps passé. Ouais, complètement. Du fait que comme t'es un peu dans un carcan en termes de possibilités, ce qu'il y a à mettre en face, c'est du travail manuel, quoi. Complètement. De customisation par client, machin. Donc toi, c'est ça ce qui est original, c'est que de base, tu as une formation de développeur. Donc, c'est une expérience que tout le monde n'aura pas peut-être, parce qu'il y a peut-être plein de gens qui vont regarder cette vidéo qui sont plutôt des profils commerciaux, qui adorent le no-code pour le côté prototypage. Déjà, moi, ce qui m'intéresse, c'est à ce moment-là, qu'est-ce que tu leur conseillerais de faire à eux? Et toi, c'est quoi les choix que tu as fait techniques? Est-ce qu'après un outil no-code, il y a une technologie à adopter? Tu vois, ça peut être intéressant d'avoir ta réflexion là-dessus. Déjà, je pense, si quelqu'un de pas spécialement très technique fait une application en no-code et commence à avoir ce genre de problème, c'est peut-être effectivement de voir avec des développeurs, ou même maintenant, il y a plein de spécialistes en no-code qui font ça très bien. Et rien que de regarder la façon d'agencer l'application et l'architecture, on va dire, de l'application. Parce qu'avec une même stack, je pense qu'on peut tripler ou fortement réduire les coûts d'une application en agençant de façon un peu plus maligne, on va dire, les données. Et des fois, il y a des applications qui ne sont pas viables, mais qui pourraient être viables en no-code. Il faut juste choisir des meilleurs outils. Ok, donc ce que tu veux dire, c'est en gros, c'est pas aussi simple que tu as le moindre problème, ça veut dire que tu dois recoder ton appli entièrement. Non, je pense pas. Et surtout, aujourd'hui, on a quand même des outils qui sont de plus en plus complets. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas passer sur du vrai code. Mais en tout cas, il y a moyen, je pense, d'aller gratter un peu plus loin et de se dire, est-ce qu'on ne peut pas faire mieux dans ce qu'on est en train de faire sur du no-code? Je pense ce qu'on disait un peu au début, où un développeur, il doit relier des données entre lui, il va faire une requête SQL. Mais quelqu'un qui sait justement faire du SQL, donc qui a l'habitude de mettre une architecture à sa base de données et de bien ranger ces données de façon un peu logique qui vont correspondre au métier, ça va déjà permettre de gagner énormément de temps, où si on agence nos données de la bonne façon dans un Airtable ou de la mauvaise façon, ça peut nous permettre d'accéder et d'agréger cette donnée beaucoup plus rapidement derrière. Il y a des choix qui se font au tout début de ton design d'appli, où on t'explique qu'en fait, t'as juste à cliquer sur des boutons. Oui, mais c'est pas si simple. Genre, c'est ça. Il y a une formation qui est vraiment utile
pour utiliser correctement des outils no-code et pas se tirer des balles dans le pied. Au final, peut-être les meilleurs, ceux qui vont le plus bénéficier de certains outils no-code, c'est peut-être plutôt des profils de développeurs en fait. Ouais, complètement. Au moins qui vont avoir une appétence déjà technique avant et qui vont être habitués à agencer les données. Trop intéressant. Donc, troisième point, c'est malgré le côté extrêmement accessible du no-code, il y a peut-être un truc assez traître sur le fait qu'il ne te force pas à passer par cette étape d'apprentissage initial et tu vas t'en rendre compte qu'en te cassant les dents sur le chemin, quoi. Et un quatrième point que je trouve vraiment très intéressant, c'est la question de l'interopérabilité. Le fait de pouvoir changer de plateforme facilement et que, en gros, elles se parlent entre elles. Je donne l'exemple, évidemment, à côté qui nous intéresse dans la programmation. Très souvent, je prends l'exemple d'une base de données. La manière dont on décrit des bases de données, alors certes, il peut y avoir des petites variations suivant le logiciel qu'on utilise derrière, notre gestionnaire de bases de données, mais globalement, tout le monde s'est mis d'accord sur un standard, une langue commune qui te permet de changer quand tu veux, en fait. Donc, par exemple, un jour, tu héberges ta base de données MySQL à un endroit, tu trouves que ton truc coûte trop cher, machin, tu veux changer de technologie, partir ailleurs, t'es pas trop stressé sur le fait que tu vas pouvoir récupérer tes données dans un format structuré et voilà, faire un choix plus tard qui va pas te coûter cher. Dans le no-code, il y a un truc effectivement qu'on entend souvent, c'est que tu peux te retrouver bloqué. C'est ce qu'on appelle le vendor lock. C'est que tu as choisi une marque, tu as choisi un abonnement et cette décision, tu peux la payer cher plus tard si tu peux pas la changer, quoi. Toi, comment ça s'est passé? T'as dû récupérer un moment des données, j'imagine. C'était quoi ton expérience? Est-ce que c'était simple? Est-ce que tu as eu des problèmes? Alors, moi, déjà, première balle que je me tire dans le piège, c'est que je duplique des bases à chaque événement. Donc, si je veux aller récupérer les données de tous ces événements, ça veut dire qu'il faut que j'aille rouvrir les 150, 200 bases de l'année que j'ai créées. Et le deuxième problème du côté de Software, c'est que Software fait bien son travail en termes de RGPD, etc. Donc, du coup, laisse pas les données des clients qui se sont connectés. Mais donc, du coup, ça veut dire que tous mes clients qui se sont créés un compte sur l'application, je n'ai aucun moyen simple de sortir. Alors, je peux sortir les adresses mail, nom, prénom, mais par exemple, un mot de passe impossible d'y accéder ou plein de données comme ça plus sensibles. Tant mieux niveau sécurité, mais pour moi, je me dis en fait, le seul moyen propre que j'ai pour les utilisateurs, c'est soit de me dire, si vous aviez un compte avant, il faut aller vous recréer un compte et un mot de passe, etc. Soit de dire, en fait, on fait une croix sur la base de données des utilisateurs et on leur demande de tous se recréer un compte quand on passe sur du code. Et côté expérience utilisateur, ça pique quand même. C'est pas exceptionnel. Et du coup, si tu fais un peu le bilan, il t'aura fallu combien de temps pour réimplémenter ton système à fonctionnalité égale? Ça m'a pris presque un an pour pouvoir vraiment récupérer les pleines fonctionnalités de la partie de l'appli en no-code. Et donc, au bout de combien de temps tu as pu couper ce gouffre financier? Par contre, ça, j'ai pu du coup le couper assez vite. Au bout de 2-3 mois, j'avais une première version qui était viable pour être utilisée en prod avec la partie code. Et donc, du coup, au bout de 2-3 mois, je coupe l'intégralité des licences no-code pour pouvoir supprimer et passer sur la nouvelle application en code. Ça, c'est intéressant. Et tu t'attendais à ce que ce soit aussi court? Oui, parce que j'ai déjà développé plusieurs applications avant, donc j'ai une idée de combien de temps ça va me prendre. Et en plus de ça, le no-code m'a apporté tellement d'expérience sur ce que j'ai besoin, ce que j'ai pas besoin, et les relations qui sont importantes entre mes données, que j'ai un plan très précis de ce que j'ai besoin de développer. Mais ça, je pense que c'est intéressant pour des gens, peut-être qui sont actuellement dans un pétrin pas possible, qui nous ont envoyé des mails, par exemple, et qui aimeraient faire ce changement. Bon, toi, c'est peut-être un cas un peu particulier, mais quand même, c'est un exemple que, en vrai, si tu sais exactement où tu vas, en 2-3 mois, bien motivé, peut-être tu peux avoir une version de ton produit utilisable, quoi. Complètement. Et je pense que c'est encore plus simple parce qu'il n'y a pas de retour en arrière dans ce qu'on est en train de développer. C'est toujours plus simple quand on connaît vraiment bien le point final de pouvoir ne pas réinventer la roue à chaque fois quand on développe. Il y a aussi une grosse question, peut-être même encore pire. Enfin, je pense que les outils de no-code de gestion de la donnée, au moins, tu peux faire un export en CSV, par exemple, dans un format tabulaire un peu standard. Par contre, là où ça pêche vraiment, c'est pour les outils de workflow. Donc, en fait, les outils qui permettent de décrire de la logique, on a mentionné des Zapier, des Make, N8N, etc. Ceux-là, qui correspondent à des heures et des heures où tu décris ta logique programmatique, ils ne sont absolument pas interconnecté, c'est impossible. Il n'y a pas de standard qui te permettrait de le traduire dans un format universel que tu peux exécuter. Contrairement, je fais l'équivalent à de la programmation où la logique et l'hébergement de cette logique sont distincts. Et donc, toi, dans ton cas, est-ce que tu avais déjà des workflows et qu'est-ce que tu as dû faire du coup pour...
Moi, j'avais déjà un workflow qui était un casse-tête sans nom, c'était toute la partie Stripe, toute la partie paiement. Parce que forcément, il y a le paiement, il y a un système de mail, il y a tout un système. J'avais un autre problème en no-code où en fait, le temps de process le workflow pour pouvoir avoir le prix final que le client devait payer était quand même assez long. Et donc du coup, les gens, quand ils cliquaient sur commander, le temps que la page de paiement s'ouvre, ils pensaient qu'il y avait un bug. Donc ils faisaient retour et ils refaisaient payer, et retour et repayer. Donc ils se créaient des dizaines de commandes. Et donc du coup, j'avais dû couper ça en mettant une page de « vous allez recevoir un mail pour pouvoir payer » et j'envoyais la page dans un mail pour que là, au moins, ils arrêtent de cliquer. Mais donc du coup, ça me rajoutait une stack d'envoi de mail où il fallait que je vérifie si c'était la bonne commande, etc. Donc en fait, on a quelque chose de très complexe et qui est effectivement pas possible de sortir d'une autre manière que de le laisser dans Zapier. Et donc là, tu repars de zéro, tu répliques toute ta logique, mais en PHP en l'occurrence, c'est ça ? Et puis on la réplique même pas parce que là, on peut avoir une interface utilisateur qui est bien plus agréable en affichant la page de paiement tout de suite parce qu'on sait que le calcul, du coup, va être instantané. Il n'y a pas de workflow, il n'y a pas de système d'attente où Zapier a besoin de faire passer ses clients les uns après les autres pour aussi, eux, réduire leurs coûts d'infrastructure. Ok. Un dernier problème, et pas des moindres, c'est le manque de personnalisation et de pouvoir faire exactement ce qu'on veut, d'avoir concrètement toutes les fonctions qui sont disponibles. Ça peut paraître anodin, mais certains doivent abandonner leur projet à cause de ça. Et on a des exemples de ça, Mathieu. Ouais, je vais vous raconter un autre témoignage super intéressant. C'est le cas de l'application HelloBud. C'est une application mobile de voyage entre potes. Voilà. Et donc, j'ai pu discuter avec eux, donc notamment les deux cofondatrices, Andrea et Julie. Elles sont en école de commerce, donc pour le coup, elles ne sont pas développeuses, elles n'ont pas ce background-là. Et elles cherchent un dev avec qui s'associer pour mettre au point leur application. Et honnêtement, elles ont du mal à trouver quelqu'un. Parfois, elles trouvent quelqu'un et puis en fait, il fait pas grand-chose pendant 4 mois. Il sort une page de login et en fait, il faut qu'on avance, quoi. Et donc, Andrea, l'une des deux cofondatrices, était à ce moment-là à Berkeley, en double diplôme. Et à ce moment-là, en 2022, tout le monde lui dit fais-le avec Bubble. Mais vraiment, c'est en mode en fait, la solution, c'est Bubble. Alors, elle va faire une première erreur, c'est qu'elle va pas particulièrement faire de benchmark. Parce que typiquement, pour une application mobile, toi, tu m'as dit que tu avais plutôt pensé à Flutterflow ou des choses comme ça. Il y a d'autres outils maintenant qui ont fait plus leur preuve pour du mobile, quoi. Et elles se lancent toutes les deux. Donc, elles vont mettre 6 mois. Donc, elles vont quand même pas mal galérer à prendre l'outil en main, etc. Mais elles arrivent à 90% de l'application fonctionnelle par rapport à ce qu'elles voulaient. Sauf qu'en fait, vient un premier problème, c'est qu'elles doivent mettre l'application sur les stores. Évidemment. Et en fait, là, on leur explique qu'il faut l'encapsuler pour le soumettre au store. Et elles commencent à se renseigner. Et en fait, elles ne l'ont jamais fait. Et c'est hors de portée pour elles. Elles n'y arrivent pas. Et en fait, c'est un moment où, entre-temps, elles ont eu un rebondissement intéressant. C'est qu'on leur a accordé une bourse de la BPI. Alors, c'est une bourse apparemment bien connue des gens dans la French Tech, comme on dit, où en fait, tu investis 15 000 €. Et la BPI abonde de 30 000 €. Donc en fait, entre-temps, elles ont leur bourse et elles sont approchées par une agence de no-code. Et l'agence de no-code leur dit « Ah mais oui, mais... » Ça existe déjà. Ça existe, les agences de code. Et c'est une agence de no-code Bubble en plus. Et donc l'agence leur dit « Ah mais oui, on connaît très très bien ces histoires. Nous, en fait, on a des blocs qui sont entre guillemets pré-approuvés par les stores. Donc on sait que si on fait une application avec nos blocs qu'on a l'habitude d'utiliser, on sait qu'elle sera validée parce qu'on en a fait 15 avant et que ça marchera. Donc, on les rassure comme ça et elle se dit, ok, on y va. Sauf qu'en fait, déjà, l'agence reprend le projet de zéro. Même les maquettes qu'elles avaient passé plusieurs mois à faire, ils n'utilisent pas vraiment. Et en fait, ils font tout avec leurs blocs, leur propre méthodologie, leurs recettes. Sauf que pour Julie et Andrea, en fait, tout était sur mesure. Et donc, ça correspond pas vraiment à leur maquette, ça correspond pas vraiment à leur fonctionnalité. Et donc, au final, ils ont un résultat qui semi-fonctionne, mais en fait, c'est très bancal. Déjà parce que c'est très lent et très buggé. En fait, même elles n'ont pas envie d'utiliser leur propre application. Il y a énormément de concessions sur le cahier des charges. Et en fait, ces agences de no-code, alors... Qui font un travail respectable, douillent quand même un peu le système parce que déjà, elles ciblent particulièrement tous ces entrepreneurs et entrepreneuses qui chopent cette subvention. Ils vont un peu à la chasse à cette subvention en mode tiens, on a potentiellement un client intéressant. En plus, ils sont recommandés par l'incubateur. C'est l'incubateur qui les met en relation. Donc, il y a une espèce de mise en confiance qui est faite à tous les niveaux. Et en fait, il y a vraiment une promesse
qui est dite par l'agence, qui est de vous pourrez modifier votre application comme on veut. Et en réalité, c'était un peu comme tout à l'heure, ce qu'on disait, dès qu'elle bougeait quelque chose, ça cassait tout. Et donc, le retour d'expérience qu'elles en ont fait, c'est que bon, déjà, pas assez de personnalisation, on l'a dit, mais surtout qu'en fait, les méthodes de l'un, donc de ce qu'elles avaient fait elles de leur côté, n'étaient pas compatibles avec les méthodes de l'agence. Donc en fait, même alors que c'était le même outil Bubble, personne ne se parlait. Donc même ça, c'était très frustrant pour elles. Et surtout, le dernier enseignement, c'est que en fait, même quand on fait du no-code, il est important d'avoir une connaissance des outils no-code, de savoir vers quel outil aller, ou en tout cas être bien conseillé par des bonnes personnes qui ont peut-être beaucoup d'expérience dans tous ces outils no-code. Il y a, voilà, toi, ton application c'est ça, tes maquettes c'est ça, va plutôt sur cet outil. Et alors de ce que j'ai compris, en fait, le résultat c'était... Au final, ils ont abandonné 2 fois. Donc la première fois quand ils ont fait leur Bubble de leur côté, la deuxième fois avec cette agence, 2 abandons de suite, ils ont fini par trouver un dev. Et depuis, tout roule. Depuis en React, donc dev en React Native. Tout repris de zéro. Je crois qu'ils ont même un peu repris les maquettes parce que ça a commencé à dater. Et maintenant, l'application est lancée. Elle est sur les stores. Ils ont 4000 utilisateurs. Enfin bref, ils sont ravis du développeur qu'ils ont trouvé en plus, donc tout va bien. Pour avoir une note un peu positive à notre analyse et que ce soit un peu plus exhaustif, moi j'ai envie de vous partager mon expérience personnelle et aussi de vous donner mes conclusions qui sont en réalité assez positives sur certains outils no-code. Et très concrètement, moi, les principaux outils qui m'intéressent, ce sont plutôt les outils de workflow, la partie automatisation, ce qui est dans des trucs type Zapier ou Make. Pourquoi ? On pourrait se dire, j'ai une formation de développeur, on a des développeurs dans la boîte, etc. À quoi ça nous servirait ? Je trouve que malgré tout, tous les avantages qu'on connaît à la programmation, on peut pas enlever ce que tu as dit, certains avantages du no-code sur la vélocité que tu peux avoir et le temps que tu peux gagner, notamment sur les interconnexions entre services. Et le fait que on a tous dû implémenter des interconnexions, des API, des authentifications avec plein de services différents. On sait que c'est un truc qui peut être un peu douloureux quand même à l'implémentation. Là, c'est une zone un peu difficile où c'est un intérêt évident de passer par quelque chose qui ressemble à du Zapier ou du Make. Ça, c'est le premier argument. Et le deuxième, le plus fort, qui fait que toujours aujourd'hui, moi, je trouve que c'est vraiment utile, c'est effectivement ce côté pouvoir modifier à la volée en production, une sorte un truc qui évolue de manière constante. C'est très très adapté quand même de pouvoir juste ouvrir une interface, changer un truc et en fait voilà, c'est fait, c'est changé en production. J'ai essayé un peu de Zapier, j'ai beaucoup bossé avec Make, j'ai pas mal bossé avec N8N aussi. Assez récemment, j'ai découvert un outil qui s'appelle Windmill, qui est pas forcément super connu, qui est développé par des Français. En tout cas, c'est une boîte française qui est super intéressant, qui est open source. Donc pour le coup, sur le critère de la dépendance, c'est vraiment intéressant parce que ça veut dire que si tu as besoin, tu n'es pas obligé, mais si tu le veux, tu peux l'auto-héberger, donc louer ton propre serveur, maîtriser tes coûts complètement et ne pas être bloqué ad vitam. Et c'est du low-code, donc c'est-à-dire que si tu es déjà un développeur, tu as la possibilité de faire tourner à peu près n'importe quel langage en bloc indépendant, donc ça va du Python au Rust, quoi. Et sur la performance, c'est extrêmement intéressant puisque le truc a d'abord été pensé pour des énormes infrastructures. Comment on gère 1 million de messages par seconde, tu vois. Là où ça pêche peut-être un peu plus, justement, c'est sur l'expérience et la rapidité de développement. Ils ne sont pas encore au niveau de beaucoup d'outils no-code pour le coup. Mais ça pourrait arriver. Honnêtement, c'est un projet que j'ai dans ma ligne de mire. Et moi, je suis resté sur ce qui, je pense, n'est pas parfait, mais est la parfaite synthèse de tous les problèmes qu'on a décrits, c'est N8N. Donc N8N, pour expliquer, c'est un peu un équivalent de Make. On peut pas dire que c'est du vrai open source pour le coup. C'est une licence Faircode, je sais pas trop comment il l'appelle. Toujours est-il que tu peux l'héberger sur ton propre serveur. Donc en termes de coût, ça peut être nul. Donc moi, je l'héberge sur un VPS. Ça coûte 4 €. 4 € par mois, donc voilà, c'est assez imbattable. C'est du coup assez facile de mettre en place. Ça demande un petit peu de travail, mais on a parlé du problème d'avoir la peur de tout casser. Nous, là, récemment, ce qu'on a fait sur les dernières semaines, c'est qu'on a mis en place un système de dev et de prod. Et donc, on a 2 instances différentes de N8N qui tournent. Quand on veut casser des trucs et faire des modifications rapides, on utilise l'instance de dev qui est sur un nom de domaine distinct. Et voilà, dès qu'on a un truc qui est stable et on n'a pas peur de faire planter le truc pour les utilisateurs, on le passe en production. Et comme en fait, derrière, c'est juste une infrastructure Docker, c'est un truc parfaitement classique, ça se fait super bien. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est ce qu'on a dit, le côté ouais, mais quand tu utilises du no-code, tu es très vite confronté à des limitations du fait que tu es dans un précaré. Et là, c'est pas parfait non plus, mais c'est très rare qu'on soit confronté à ce problème-là parce que
Qui dit outil un peu open source, etc., dit que la cible que ça touche aime bien pouvoir mettre les mains dans le cambouis. Et donc déjà, c'est possible de développer tes propres nœuds. Donc toi-même, si tu es un développeur TypeScript, tu peux développer un nœud N8N qui implémente des logiques un peu plus compliquées et que ce soit une abstraction pour que des non-développeurs de ton équipe puissent l'utiliser. Tu as la possibilité de faire tourner des petits blocs de code où tu peux importer des vrais modules qui viennent de NPM, donc pour les développeurs qui nous écoutent, et qui globalement te permettent de ne jamais atteindre ce plafond de verre, ces limitations. C'est pas parfait, clairement, moi j'ai encore des trucs à redire dessus, mais ça devient très dur de justifier d'utiliser autre chose. Dès que tu intègres du LLM, dont on développe plein d'outils internes pour accélérer le développement, la création de vidéos, etc. Aujourd'hui, franchement, il n'y a pas photo, quoi. On irait 3 fois moins vite si on n'avait pas cet outil-là. Donc, c'est pas parfait, mais c'est très très dur d'y trouver des défauts, quoi. C'est un peu le meilleur des deux mondes. Ouais, c'est ça. Je suis arrivé à la conclusion que c'est actuellement la meilleure stack possible. Et vraiment, je la conseille à tout le monde. Donc ça, c'est un exemple, N8N. Mais il y a aussi une galaxie de projets qui sont open source, qui enlèvent énormément de problèmes sur le côté, justement, bloqué. L'impression de prendre une décision maintenant qui va impacter toutes les futures années de ma boîte. À partir du moment où tu utilises déjà des outils de no-code qui permettent de faire de l'auto-hébergement, tu t'enlèves un gros risque au-dessus de la tête quand même. De coûts financiers déjà. Exactement. Parce que les coûts d'infrastructure sont maîtrisés de toute façon. Et là-dessus, il y en a plusieurs en fait. On peut mentionner Buddybase, AppWrite, AppSmith. Si jamais vous êtes à un moment où vous avez des choix techniques à faire, je vous conseille quand même fortement de vous tourner vers des outils qui vous permettront, peut-être pas maintenant, vous n'en avez pas envie, vous n'en avez pas besoin, mais qui vous permettront peut-être dans 6 mois, dans 1 an, de ne pas devoir faire des switches à cause justement de problèmes de coût. Vous avez au moins toujours une porte de sortie, vous avez la possibilité de récupérer, d'avoir une certaine maîtrise sur cette propriété intellectuelle. Tu ne veux pas, ou tu veux vraiment éviter qu'elle soit dans un précaré propriétaire qui pourront faire ce qu'ils veulent avec toi après. Peut-être juste pour un peu conclure sur maintenant, c'est quoi un peu tes coûts d'infrastructure maintenant que tu as tout développé? T'es passé de 30 000 € l'année à... Je pense qu'à 1000, on tourne une application de base. Alors après, ça dépend si jamais il y a des événements qui sont plus gros. Mais bon, s'il y a un événement qui est plus gros, on a les finances qui avec. Donc ça fonctionne. Mais on est en train de me dire que tu es devenu rentable. Je suis devenu rentable du coup. Tu as 28 000 € qui sont apparus comme ça. C'est exactement ça. Si ce sujet vous a intéressé et que vous avez un ordi sous Windows 11, on avait fait une chronique sur pourquoi Windows est un spyware et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour enlever le junk et la merde qui est installée par défaut. Vous allez notamment découvrir des versions alternatives de Windows qui sont conçues par la communauté. Vous allez voir, c'est assez dingue et c'était dans cette vidéo.